Alors, vous êtes livré à des études empiriques. Oui. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes, en quelque sorte? Alors voilà, donc en fait, d'abord je voulais dire que c'était fait avec Fabrice Murtin qui est ici, en fait, voilà, et beaucoup de ce que je racontais voilà, doit beaucoup à Fabrice, voilà, qui est économiste à l'OCDE maintenant, et qui a terminé sa thèse il y a 2 ans en fait, voilà. Et en fait, si vous voulez, nos travaux, c'est passer de l'idée suivante, c'est-à-dire de dire, bon, on veut mesurer donc l'impact de la santé sur le niveau de PIB par tête ou sur la croissance du PIB par tête. Alors, il y avait eu des études microéconomiques, microéconométriques, c'est-à-dire il y a des économistes du développement, par exemple, j'ai des collègues, Michael Kremer, il y a d'autres économistes du développement qui ont été dans des villages en Afrique, par exemple au Kenya, et ils ont dit, voilà, il y a les worms. Alors les worms, c'est les vers. Hein. Donc, et ils ont dit, voilà, il y a des moyens de réduire eh bien, qu'il y ait moins de worms dans les écoles au Kenya et de voir l'incidence que ça avait sur les performances d'éducation. Donc c'est des études très microéconomiques. Donc c'est très, vous voyez, on fait une expérience naturelle. Par exemple, on va dans une école, on dit telle école aura le traitement, une autre ne l'aura pas. C'est vraiment comme on fait les traitements en médecine, en fait. Ouais. Exactement comme pour expérimenter un médicament. Ben maintenant, les économistes du développement mettent en œuvre ce genre de méthode. Alors évidemment, il y a un problème éthique, parce qu'évidemment, quand on fait ce genre de choses, il y a des écoles qui bénéficieront de traitements et d'autres qui ne bénéficieront pas. Donc ça crée une inégalité entre le sujet traité et le sujet non traité. Donc ça bon, il y a toute une série de... Mais l'avantage de ce genre de méthode, c'était que ça résolvait un problème, ce que j'appelle d'instrumentation. Alors là, je vais utiliser un mot qui est... Parce que si vous voulez, ce que vous faites, la façon dont vous le faites, c'est que vous dites, voilà, je vais regarder s'il y a des corrélations entre des mesures de performance et augmentation de l'espérance de vie ou amélioration de la santé. D'accord? Je veux voir s'il y a des corrélations. Si je vois qu'il y a des corrélations positives, c'est déjà bon signe, c'est-à-dire que je suis dans la bonne direction. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a causalité. Ça pourrait refléter tout autant une causalité de la croissance vers la santé que de la santé vers la croissance. Ça pourrait être simplement le fait que quand vous croissez plus vite, eh bien, vous pouvez vous offrir un des meilleurs systèmes de santé. Mais vous voulez montrer que la causalité, elle est aussi inverse, qu'elle est de la santé vers la croissance. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une source exogène de variation de la santé qui n'affecte la croissance que parce qu'elle affecte la santé. On appelle ça, dans le jargon économétrique, de l'instrumentation. Il faut trouver un instrument pour la santé. Alors évidemment, les gens qui font de la microéconométrie, qui font mes amis du développement, en faisant le sujet traité, le sujet non traité, ça leur donne tout de suite une instrumentation. Tout de suite, ils ont une manière d'identifier. Alors le problème, c'est de généraliser ce genre d'expérience. Vous pouvez voir ça au niveau d'un village. Maintenant, vous vous dites, bon, si c'est vrai au niveau d'un village, ça peut être vrai au niveau de l'économie tout entière. Mais alors là, il y a d'autres gens qui ont contribué, dont on parle, Acemoglu Johnson, qui ont dit, oui, mais au niveau de l'économie tout entière, il peut y avoir des effets pervers. Et les effets pervers au niveau de l'économie tout entière, c'est Malthus. Bon, vous vous souvenez, vous connaissez la théorie de Malthus. Malthus, qu'est-ce que c'est? Le monde de Malthus, c'est un monde, en fait, où en fait, on produit à partir d'un facteur fixe, qui est la Terre, par exemple, et des gens qui travaillent sur la Terre. Et l'idée, c'est que dès que les choses vont un peu mieux, qu'il y a du bien-être, eh bien, on fait plus d'enfants. Et à ce moment-là, on a plus de monde qui s'agglutine sur cette Terre, ce qui fait que le produit par tête se remet à baisser. C'est-à-dire que dans le monde de Malthus, on est condamné au niveau de subsistance. C'est-à-dire que dès qu'on est un peu au-dessus du niveau de subsistance, les gens font plus de gamins, donc il y a une population plus grande, et cette population, comme elle est contrainte par ce facteur fixe, en fait, on retombe toujours au même niveau de produit par tête. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on dit, voilà pourquoi la Chine a innové depuis longtemps. Il y a des innovations en Chine depuis bien avant le Moyen-Âge, enfin. Et la Chine, eh bien, est restée très longtemps au niveau de subsistance. Et pourquoi, par exemple, nos économies n'ont commencé à croître qu'au XIXe siècle? Qu'est-ce qui se passait jusqu'à ce moment-là? Les gens vous disent, on était dans un équilibre malthusien, c'est-à-dire, on était bloqué, on redescendait toujours au niveau de subsistance. Et puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose qui nous a fait décoller, qui nous a fait quitter l'équilibre malthusien. Et un peu les gens ont le sentiment que c'est l'innovation, que quelque part, eh bien, ils se sont créés des conditions que nous puissions devenir des économies innovantes. Ça a été la révolution industrielle
en Angleterre, en France et dans d'autres pays, qui nous a fait en fait, et c'est seulement à partir de 1820 et après 1820 que nous avons quitté l'équilibre malthusien. Alors revenons au débat sur la santé. Il y a cette idée que, eh bien, si on améliore la santé, ça fait plus de monde, ça fait que plus de jeunes femmes atteignent l'âge de la maturité, donc le taux de reproduction augmente, donc vous avez une population plus élevée, et l'augmentation de cette population, si vous voulez, vous absorbe les gains de productivité que vous auriez fait par ailleurs. Et donc, si on veut regarder le niveau de produit par tête ou la croissance du produit par tête en fonction de l'espérance de vie, eh bien, dans un monde comme ça, on ne trouve pas de relation, ou même peut-être une relation négative, parce que l'augmentation de la population, peut-être même plus que compense le gain initial. Et donc, il y avait des études macroéconomiques qui avaient montré ça. Et en fait, ce que nous avons fait, c'est de montrer que ces études avaient un problème, qu'elles n'avaient pas vu, et que quand on fixait ce problème-là, eh bien, on retrouvait quand même, malgré l'effet malthusien, malgré qu'effectivement, eh bien, en fait, on retrouvait l'effet positif de la santé sur la croissance. Et le problème, c'est le point de départ? C'est à partir d'où on... Oui, voilà, c'est un peu un problème de point de départ. Si vous voulez, exactement. Si vous voulez, il y a deux choses, en fait, que ces gens-là n'ont pas pris en compte. Il y a d'abord un phénomène, qui est le phénomène suivant, c'est-à-dire que la transition démographique est plus compliquée qu'on ne pense. C'est vrai qu'il y a un effet de court terme d'améliorer la santé, qui effectivement la population augmente dans les pays en développement. Mais il y a un effet de plus long terme, c'est que le développement et la croissance font que les gens réduisent la fertilité. C'est qu'à un moment donné, ils se rendent compte, ils disent j'ai davantage d'enfants qui vont atteindre l'âge de la maturité, je n'ai pas besoin de faire autant d'enfants. Et on se rend compte qu'avec le développement vient en fait un contrôle des naissances. Et donc ça, c'est un effet de plus long terme qui contrebalance l'autre effet. Donc ça, c'est déjà une considération, c'est qu'en fait, par exemple, il y a eu une explosion démographique pendant le siècle, enfin les décennies écoulées. On prévoit maintenant un ralentissement de cet essor démographique parce qu'on pense que l'effet de contrôle des naissances va dominer. Alors, je ne voudrais pas vous avoir écarté de vos slides parce que... Oui, non, mais je ne veux pas... De toute façon, moi, ça ne m'embête pas de parler comme ça. Il y a un autre effet, et c'est ça qui a été important, c'est que c'est l'effet suivant qu'eux n'ont pas pris en compte dans cette étude, c'est qu'il y a un effet de convergence de niveau d'espérance de vie. C'est-à-dire que plus un pays a un niveau d'espérance de vie en 1940 élevé, moins évidemment son espérance de vie augmente. Par exemple, l'espérance de vie, là je peux vous montrer... J'ai alors, si j'arrive à... Oui. Ce qu'on peut montrer, c'est que en fait, l'espérance de vie des pays en développement, au cours des 30... alors que je regarde ici, voilà. Sur la période, si vous regardez la dernière colonne sur ce tableau, eh bien, vous voyez les pays riches et les pays en développement. Les pays riches, dans la période 40-80, l'espérance de vie a augmenté de 9 années, alors qu'elle a augmenté de 20 ans dans les pays en développement. Donc il y a un phénomène de convergence en espérance de vie. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les études qui montraient qu'il n'y avait pas d'effet de l'augmentation d'espérance de vie sur la croissance ou un effet négatif, c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas pris en compte que cet effet de convergence d'espérance de vie. Vous voyez, c'était qu'ils n'ont pas pris en compte, quand on détache, quand on arrive à séparer cet effet de convergence, eh bien, on se rend compte en fait qu'on peut à ce moment-là rétablir l'effet. On peut remontrer que, si vous voyez, je regarde ici ce tableau-là. La première colonne du tableau vous fait croire qu'il y a un effet négatif de l'augmentation LE, c'est Life Expectancy, c'est espérance de vie. On peut croire qu'il y a un effet négatif de l'augmentation de l'espérance de vie sur la croissance. Mais en fait, le signe moins là vient du fait qu'en fait, on n'a pas séparé ce qui est dû à l'effet de convergence de l'effet direct de l'espérance de vie. Quand on contrôle, vous voyez, dans les régressions suivantes, 2 et 3, la colonne 2 et 3, on met log de LE0, c'est-à-dire l'espérance de vie initiale. Et quand on met l'espérance de vie initiale, ça veut dire qu'on sépare l'effet de convergence, on détache l'effet de convergence. Et à ce moment-là, quand on détache l'effet de convergence, on voit apparaître à nouveau un effet très très fort de l'espérance de vie, sur la croissance. Alors c'est intéressant parce que là, c'est pour tous les pays, mais on voit également que si on se restreint aux pays de l'OCDE, ce que je vais faire tout de suite maintenant, si on se restreint aux pays de l'OCDE, on voit qu'à nouveau, la croissance du niveau d'espérance de vie a un effet très puissant. Alors là, c'est taux de croissance, c'est pour ça que j'ai un chiffre plus gros, plutôt que l'augmentation.
mais on voit qu'on a toujours un effet très important. On pourrait croire que l'espérance de vie, c'est surtout important pour les pays en développement, mais que pour nous, ce n'est pas tellement important. Mais ça reste très important quand même, en fait, pour les pays développés. Donc ça, c'est aussi une autre chose que nous avons trouvée, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas juste quelque chose qu'il faut proposer aux pays pauvres, et que nous serions déjà dans une zone où nous, finalement, nous n'avons plus de soucis à nous faire. Non, nous-mêmes, nous avons beaucoup à gagner à augmenter l'espérance de vie. J'ai un dernier tableau à montrer qui est ici. Alors là, c'est un truc fait avec 12 observations, donc on voudrait continuer. Évidemment, on voit que les chiffres sont surtout importants pour les jusqu'à 40 ans. Et après, on voit moins. Mais ça, on n'a que 10 observations. Alors, on veut quand même continuer. On voudrait pouvoir faire ça en données temporelles, c'est-à-dire des données où on peut découper. Là, c'est une observation par pays. Et ce qu'on voudrait, c'est découper les 40 dernières années sur des décennies, de façon à avoir 4 observations par pays et d'avoir des meilleures régressions. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit déjà des effets apparaître de 0 à 40, c'est très dû aux capacités cognitives. Aussi, on dit la petite école, la petite enfance, avoir des enfants en bonne santé, les efforts de santé déjà à ce niveau-là ont certainement un impact très important sur la croissance. Et quand je parlais des capacités cognitives, ça apparaît, ce qui est intéressant, c'est que ça apparaît, disons, c'est une interprétation très naturelle de cet exercice que nous avons fait là. Donc, à travers vos travaux, vous avez fait cette démonstration que vous continuez, si je comprends bien, voilà. Continuez ces travaux. Je vous entendais dire tout à l'heure, avant qu'on ne se retrouve autour de cette tribune, dans une discussion pas privée, mais que ces dépenses collectives qui portent sur la santé ou qui portent sur l'éducation, donc sur le capital humain, c'était une ligne rouge à ne jamais franchir, c'est-à-dire c'est pas là-dessus qu'il fallait faire des économies. Non, mais il y a certainement, on peut gérer mieux, c'est-à-dire qu'il y a une façon de... Il faut voir ça comme une fonction de production, c'est-à-dire de dire, voilà, qu'est-ce que c'est que le système de santé? Le système de santé, je produis de l'espérance de vie et certains autres indicateurs. Donc, il faut... Bon, l'espérance de vie, c'est une des choses. Mais il faut aussi, il y a l'idée de dire, je veux des gens en bonne santé, je veux des gens avec une capacité cognitive importante. Donc, et il faut essayer de comprendre, je crois que la manière de procéder, c'est de dire comment je produis de bons indicateurs sur ces dimensions-là. Au coût minimum, évidemment. Donc, je ne sais pas qu'il faut... il ne faut pas dire j'oublie les coûts. Mais je veux quand même... Je ne veux pas sacrifier l'indice pour le coût. L'idée, c'est comme l'éducation. C'est comme je veux dire, je voudrais évidemment un système éducatif où je n'ai pas un prof de roumain avec un élève. Vous voyez, bon, il y a peut-être certaines économies à faire dans l'éducation et peut-être une meilleure allocation des ressources. Mais l'idée, c'est quand même de dire, je veux quand même avoir de bons indices d'espérance de vie, de mortalité, de capacité cognitive, parce que je sais que ces éléments-là sont importants pour la croissance. Et c'est pas juste... Par exemple, on peut se poser la question, est-ce que ça doit être purement rentable, par exemple? Parce qu'on dit, est-ce que l'hôpital doit être rentable? Il doit être bien géré, c'est-à-dire qu'il y a une analyse coût-bénéfice. Je voudrais avoir certains indicateurs au coût minimum, mais je veux garder ces indicateurs-là parce qu'ils ont des externalités. Si vous voulez, ça génère des effets, pas juste sur les gens qui payent, ça a aussi des effets sur les générations futures, ça a des effets d'externalité. Et donc, quand on a une politique publique, c'est comme les transports. Par exemple, les transports ont plus de valeur que pour vous personnellement. S'il y a un bon système de transport, ça fait marcher l'économie dans son ensemble. La valeur d'un bon système de transport va au-delà de l'individu. Elle a une valeur systémique, si vous voulez. C'est comme par exemple la réforme bancaire. On a besoin d'une réforme bancaire, pas juste pour les individus qui font des dépôts dans les banques, mais parce qu'un bon système bancaire, ça a une valeur d'externalité sur l'ensemble du système. Donc, si vous voulez, il faut faire un calcul social, c'est-à-dire d'optimisation sociale, si vous voulez. Vous devez faire un calcul coût-bénéfice social, pas coût-bénéfice privé seulement.